Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens. Cet été, je te propose une mini-série spéciale Burnout. Dans chaque épisode, je donne la parole à une personne qui l'a vécu pour comprendre, se sentir moins seule et avancer. Et cette semaine, je reçois Anne-Laure, qui a vécu un burn-out alors qu'elle était avocate en grand cabinet d'affaires. Dans cet épisode, elle raconte cette période où l'énergie a disparu, où se lever le matin devenait impossible et où la confiance en soi s'est effondrée. Elle partage aujourd'hui ce qui l'a aidé à se remettre en action, ce qui a été le plus difficile, et comment ce burn-out a été un signal fort pour remettre le travail à sa juste place et ouvrir une autre voie, plus créative et plus alignée. Bonne écoute. Donc bonjour Anne-Laure. Bonjour Audrey. Alors, est-ce que tu peux déjà dans un premier temps te présenter en quelques mots? Alors, en quelques mots, je vais me présenter professionnellement. Alors moi, j'ai eu plusieurs vies professionnelles. J'ai tout d'abord été avocate. Ensuite, j'ai évolué dans le secteur juridique, dans les assurances durant une dizaine d'années, avant de me lancer à mon compte dans la tech, et puis de bifurquer totalement en accompagnant aujourd'hui des personnes qui souhaitent redéfinir leur horizon professionnel. Et en parallèle, j'anime un podcast Sens Figuré qui est consacré à des portraits de personnes qui sont passionnées de parfumerie et de gastronomie. Ouh, un beau panel de belles casquettes, tout ça, un beau mélange. Oui, Et est-ce que tu peux nous dire, alors on rentre direct dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous donner ton environnement justement avant le burn-out? alors moi j'ai eu un burn-out, j'ai vécu un burn-out plus exactement en début de vie professionnelle. Donc en début de vie professionnelle, j'étais avocate dans des grands cabinets d'affaires. Ok. Et est-ce que tu as eu des signes du burn-out? Alors, des signes, je dirais que ça s'est installé progressivement. Par contre, je dirais qu'il y a un terrain favorable, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup travaillé pendant mes études. Je viens d'un milieu modeste, donc la valeur travail était un driver très fort dans ma famille. Donc j'ai beaucoup travaillé pour arriver dans des cabinets d'affaires puisque j'étais boursière. J'avais perdu mes parents très jeunes aussi. Donc c'est un contexte où vous travaillez beaucoup et vous travaillez beaucoup pour arriver là où vous en êtes. Et donc je dirais que c'est un terreau assez favorable parce que effectivement j'étais arrivée dans des grands cabinets d'affaires, mais aussi je suis ce qu'on appelle une transfuge de classe, donc j'étais dans un contexte professionnel qui était très différent aussi de mon environnement personnel. Quand vous venez d'un milieu modeste et que vous arrivez dans des cabinets d'affaires de premier plan, on va dire comme ça, c'est aussi c'est pas toujours simple de vivre ou d'évoluer dans ce genre de cabinet. Et je dirais que pour moi, ça a été aussi pas forcément simple à vivre. Donc je dirais que c'est plutôt ce contexte-là qu'il faut remettre aussi en perspective. D'accord. Et justement, comment tu l'as vu venir ton burn-out? Alors, je l'ai vu venir parce que j'ai commencé à travailler beaucoup plus, à m'épuiser aussi, à sentir de la fatigue arriver, à avoir une peur de l'erreur, de commettre des erreurs, et à mettre en place des stratégies de vérification et de contrôle pour justement ne pas faire d'erreurs, ce qui puise très clairement dans l'énergie. J'ai commencé aussi à avoir une perte de confiance en moi, et j'ai commencé aussi à avoir une perte de poids assez importante chez moi. Donc ça s'est senti à la fois physiquement et psychiquement. Et tu as eu d'autres symptômes physiques? J'avais mal au ventre. Enfin, je ressentais, j'écoutais pas forcément les signaux de mon corps, mais ça veut dire que j'avais aussi le corps qui était assez contracté finalement. Mais ça s'est traduit par une perte de poids assez conséquente chez moi et qui était visible de tout le monde. Ok. Et est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, un point de rupture? Je dirais pas. Souvent, quand j'entends dans des récits de burn-out, il y a eu des points de rupture. Moi, je dirais que ça s'est installé progressivement, où j'ai senti que j'étais pas forcément à ma place, pas forcément au bon endroit, et un décalage, je dirais, entre mon âme et le contexte professionnel dans lequel j'évolue. Ok. Du coup, est-ce que quelqu'un a mis le mot burn-out sur ton état ou comment ça s'est passé justement ton burn-out à toi? Alors, c'est un parcours qui est toujours très singulier. Moi, c'était en 2014, 2015. Donc, à l'époque,
on ne parlait pas vraiment de burn-out. Le mot était pas posé. Je dirais que pour moi, je l'ai plus assimilé à une dépression, à quelque chose de l'ordre. J'ai senti que j'étais très mal, donc j'ai arrêté aussi ma collaboration en cabinet d'avocat. Je me suis dit, il faut que tu t'arrêtes et il faut que tu te poses. Donc ça, j'ai commencé par arrêter ça. Mais à l'époque, on parlait pas de burn-out. J'ai senti que j'étais très mal, effectivement, que moi, je suis toujours quelqu'un de très dynamique, quelqu'un de très enjoué, qui me lève toujours du bon pied dès le matin. Donc c'est le profil type hein, de la personne à burn-out. Lever toujours très tôt, qui ne fait jamais de grasse matinée. Et j'ai senti que je n'arrivais plus à me lever. J'ai senti que j'avais plus d'entrain. Et donc je dirais que c'est tous ces faisceaux d'indices qui, rétrospectivement, me font dire que j'ai fait un burn-out, et ce qui est sûr parce que j'ai perdu confiance en moi. Et moi, j'étais quand même avocate dans des grands cabinets d'affaires, et je me suis dit que j'arriverais plus, j'avais pas le niveau, que vraiment j'étais capable de rien. Voilà. Et c'est quand même très violent quand vous avez fait 8 ans d'études, quand vous avez été dans des cabinets de premier plan et que vous vous dites, mais en fait, moi, je suis capable de rien. Voilà. C'était vraiment le jugement que j'avais sur moi à l'époque. Oui, c'est violent, j'avoue que c'est violent le burn-out. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans ton burn-out? Je dirais, c'est vraiment le fait d'être brûlé de l'intérieur. Et aujourd'hui, on peut le dire comme ça parce qu'on en a entendu parler, mais à l'époque, c'était pas du tout le cas. Le fait de perdre totalement confiance en moi, c'est aussi un chemin seul, hein. On est toujours seul à vivre le burn-out, même si on est entouré. Ce sentiment qu'on a à l'intérieur de soi, on est toujours seul à le vivre. Donc, je dirais que c'est ce sentiment de perte de confiance en moi et d'estime de moi. OK, et justement, tu as été accompagnée? Oui, oui, oui. Déjà, je me suis dit, il faut que tu arrêtes ta collaboration, il faut que tu arrêtes de travailler, il faut que tu te reposes. Ça, c'était hyper important et c'était très important pour moi. Et ensuite, j'ai été accompagnée par une psychologue aussi pour comprendre ce qui s'était passé effectivement. Et puis, moi, j'avais le syndrome de la première de la classe. En fait, j'avais jamais connu d'échec professionnel, jamais connu d'échec scolaire, mais aussi parce que j'avais beaucoup travaillé. Enfin, rien n'arrive sans rien, voilà. Et ce qui paraît aujourd'hui le plus simple à réaliser chez moi, n'est est en réalité le fruit de plusieurs années de travail aussi, et de travail en amont. D'accord. Et du coup, donc, psychologue, est-ce que tu as eu des traitements médicamenteux? Est-ce que tu as eu, d'autres accompagnements ou d'autres pratiques, au-delà de la médecine dans ton burn-out? Alors, on m'avait prescrit des antidépresseurs et que je n'ai pas souhaité prendre parce que j'ai eu un déclic en me disant quand même, tu as perdu tes 2 parents très jeunes et tu n'as pas pris d'antidépresseurs. Donc, tu vas pas commencer. J'ai quand même eu ce sursaut qui m'a fait dire, tu vas pas commencer à en prendre pour un travail. Enfin, je veux dire, tu as quand même rebondi dans des épreuves qui étaient bien au-delà de ça. Et j'ai connu aussi d'autres épreuves dans ma vie, donc tu ne vas pas commencer à en prendre. Et ça, pour moi, c'était très clair. Et je dirais que à l'époque, on parlait beaucoup moins de méditation, de médecine un peu alternative. On était quand même ou de pratiques alternatives. C'était en 2014, donc ça fait 12 ans. Donc je dirais non, c'est aussi le fait de me remettre en action, d'avoir des engagements associatifs, de prendre du temps pour moi, qui m'a aussi aidée à l'époque. On avait moins de podcasts. Je parle d'un temps qui paraît très loin comme ça sur le papier, mais aujourd'hui, on a beaucoup plus de sophrologues, ou alors j'étais peut-être moins au fait, mais non, je pense qu'on en parlait moins il y a 12 ans. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de pratiques alternatives. Alors il y a aussi des dérives, mais il y a aussi des choses qui sont très bien et qui peuvent accompagner pour revenir aussi en son corps, à l'écoute de son corps, et pour apprendre à reprendre pied. Mais à l'époque, c'était beaucoup moins le cas. Et si justement tu devais conseiller à quelqu'un qui est en burn-out une pratique ou quelque chose que tu as mis en place et que tu dirais: Ça a vraiment contribué à ce que je puisse me sortir de là». Je dirais, c'est se faire du bien et s'écouter. Vraiment, je pense que j'avais du mal au début parce que je me punissais aussi d'avoir arrêté ma collaboration. Euh, J'avais l'impression d'avoir raté, d'avoir fait 8 ans d'études pour rien. Mais je dirais que c'est se faire du bien et prendre du temps. Et d'ailleurs, c'est ce que je conseille aujourd'hui.
aux gens qui font des burn-out en leur disant mais tu as le temps et vraiment n'essaye pas de rechercher un travail tout de suite, prends du temps pour toi. Ce temps il est précieux et fais-toi du bien, prends soin de toi en fait, mais vraiment au vrai sens du terme, pas l'expression qu'on lance vaguement et que l'on ne pense pas vraiment. Je dirais c'est prendre soin de soi et se reconnecter à ce qui nous fait du bien. Et je pense qu'en se reconnectant à ce qui nous fait du bien, c'est comme ça qu'on peut repartir aussi du bon pied sur le chemin de la vie et de la vie professionnelle. Et est-ce que donc toi, c'est si on doit le qualifier, je déteste les cases et je déteste mettre des gens dans des cases, mais ce serait burn-out professionnel. Après, justement, est-ce que pour toi, ça a impacté d'autres domaines de ta vie? Non, ça n'a pas impacté. Enfin, si, ça a forcément un impact parce que les gens qui me connaissaient très joyeuse, très enjouée, j'avais perdu ma joie de vivre. Donc forcément, voilà, ça a une incidence aussi sur vos proches, sur votre vie personnelle. Mais bon, on en reparlera peut-être après, mais ça m'a aussi appris beaucoup ce burn-out. Donc oui, ça a une incidence sur ma vie parce que mais dans ma vie personnelle, vous avez beaucoup moins d'énergie, vous avez même plus d'énergie pour faire les choses. Voilà. Justement, sens-toi libre de continuer. Qu'est-ce que tu as appris du burn-out? Justement, qu'est-ce que ça a changé en toi? Ça a changé beaucoup de choses en moi parce que j'ai appris à prendre vraiment de la distance par rapport au travail. Ça veut pas dire qu'on fait moins bien son travail, mais ça veut dire qu'on apprend à équilibrer aussi sa vie professionnelle. Ça veut dire que moi, après, j'ai eu aussi plusieurs activités professionnelles en parallèle. Qui permettent d'équilibrer en fait les pans de la vie professionnelle. Quand il y a un petit aléa dans un secteur, eh bien on compense aussi avec les autres, où on apprend à prendre du recul. Et puis j'ai appris aussi à avoir une vie personnelle aussi plus riche, à moins axée sur le travail et à mettre en perspective les choses. Et ça m'a appris aussi à rebondir, puisque moi j'ai lâché ma collaboration en cabinet d'avocat. Enfin, on n'est pas salarié, donc sans chômage, donc sans rien. Voilà. Et ça, après, une fois que vous reprenez un travail salarié, ça vous apprend à beaucoup remettre les choses en perspective. Et c'est vrai que moi, quand j'étais salariée, je stressais pas parce que j'avais connu des situations qui étaient bien pires que ça. Voilà. Et j'avais beaucoup de recul aussi. On venait souvent me voir quand il y avait un problème d'ailleurs, parce que j'avais beaucoup de recul sur la vie professionnelle. Et ce qui fait que d'ailleurs, on a la juste place. Finalement, on accorde au travail une juste place qui permet aussi une place à la créativité, à l'initiative et à des nouvelles perspectives. OK, et tu t'es arrêté justement combien de temps? Et après, du coup, si j'ai bien compris, t'es retourné dans le salariat? T'es allé dans le salariat? Oui, c'est ça. Moi, je me suis arrêtée, on va dire, 6, 7 mois, sachant que les premiers mois, j'étais pas capable de passer des entretiens d'embauche. Parce que vraiment je me sentais pas à la hauteur et que je m'auto-sabotais. Mais ensuite, j'ai repassé des entretiens professionnels et je suis retournée, oui, pendant une dizaine d'années dans le salariat. D'accord. Et est-ce que tu as vécu d'autres burn-out que celui-ci? Non, 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 j'ai jamais reconnu d'autres burn-out. J'ai appris à beaucoup m'écouter aussi. Alors, il y a eu des passages professionnels plus ou moins faciles, hein, mais j'ai toujours, je reconnais ces signaux d'alerte, je reconnais les signaux corporellement ou même psychiquement qui me disent, oula, il faut prendre de la distance. Tu as les capacités aujourd'hui pour rebondir, pour évoluer, tu as toutes les ressources intérieures qu'il te faut. Donc, si ça n'est pas la bonne voie, ce qui peut être parfois incompris pour les autres, hein, mais tant pis, évolue, bifurque et va vers autre chose. Il y a une question que je me suis amusée à poser, du coup, depuis le début, de cette parenthèse burn-out, c'est si je te donnais une baguette magique et que je te dis, «Tu n'as pas à vivre ce burn-out», est-ce que tu la prends? Je dirais que non. Alors, je ne souhaite à personne de vivre ce burn-out ou de vivre un burn-out parce que je sais très bien quand on est au creux de la vague que c'est extrêmement difficile, que tout est compliqué. Mais non, je ne la prendrai pas parce que ce burn-out m'a beaucoup appris. Alors, je pense qu'il y a d'autres formes d'apprentissage et pour d'autres personnes, ça peut passer par d'autres biais, évidemment. Mais moi, en tout cas, je pense que c'était mon chemin de vie. C'était
Alors, on peut parler d'une nuit noire de l'âme ou de l'ego, justement, une distorsion entre mon âme et mon ego, justement, qui n'était plus alignée. Et je pense que c'était un signal très fort pour me dire d'aller dans une autre direction. Et aujourd'hui, j'ai ouvert une voie à des perspectives beaucoup plus créatives, beaucoup plus sensibles aujourd'hui, en lançant effectivement mon podcast dédié à l'olfaction et la gastronomie. Je côtoie vraiment des êtres qui sont passionnés par les sens, par la sensibilité, par le beau. Aussi en accompagnement, en coaching et en bilan de compétences, effectivement, il faut être à l'écoute de l'autre, à l'écoute et percevoir aussi les signaux subtils que la personne peut nous communiquer pour l'accompagner dans sa perspective ou dans son horizon professionnel. Donc je dirais que non, cette baguette magique, je ne la prends pas parce que je pense que c'était mon chemin de vie de vivre ce burn-out pour me dire mais il faut aller totalement dans une autre direction. Et je pense que si je l'avais pas vécu, je serais peut-être restée en cabinet d'avocat. Et je pense qu'une autre destinée m'attendait. Oui, justement, j'allais te demander, tu penses vraiment que tu ne serais pas arrivé où tu en es aujourd'hui sans ce mur que tu t'es pris en pleine figure? Je sais pas, on ne va pas refaire le film, mais je pense que parfois la vie vous met des murs, des vagues, des tsunamis sur votre route, que c'est catastrophique quand ça vous arrive. Mais aujourd'hui, j'ai appris à me dire, mais en fait, quand tout ça t'arrive, ça arrive pour une raison bien plus grande que toi. Et je suis pas sûre parce qu'en grand cabinet d'affaires, on travaille beaucoup, on travaille, les horaires c'est chargé. Et je suis pas sûre que j'aurais eu la place et la disponibilité émotionnelle et intellectuelle pour imaginer lancer un podcast ou aller dans l'accompagnement en bilan de compétences. Je sais, je pense que j'avais pas le temps. J'aurais été dans la roue du hamster. Et d'ailleurs, voilà, dans la tech liée au droit, ça n'a pas fonctionné. Et je pense que là aussi, le signe, c'était de me dire, mais en fait, tu restes sur tes acquis, tu restes sur des choses que tu sais faire, mais ta voie ou ta destinée est ailleurs. On ne peut pas refaire le cours et le film de l'histoire, mais je pense que si j'avais pas eu ce burn-out et si j'étais restée en cabinet d'avocat, je n'aurais pas eu la disponibilité émotionnelle et temporelle aussi pour imaginer aujourd'hui les activités professionnelles que j'ai parce que on dit souvent il faut avoir du temps pour bifurquer professionnellement. Il faut laisser de la place pour la bifurcation professionnelle. Ça n'arrive pas en un claquement de doigts. Enfin, en tout cas, moi, tel que je le conçois, moi, j'ai fait vraiment un virage à 180 degrés, hein. J'aime pas dire à 360 parce qu'on revient au même point, mais pour faire un virage à 180 degrés, il faut avoir du temps pour penser et pour laisser aussi son flot de pensée et pour écouter son intuition. Et l'écoute de son intuition, je pense que quand on est stressé et quand on a des dossiers à gérer et quand on a un rythme de travail intense, on n'a pas le temps d'avoir cette disponibilité émotionnelle et intellectuelle ou psychique pour imaginer son futur professionnel paisiblement et de manière sereine. Et quelqu'un qui est en burn-out là en ce moment et qui nous écoute, ce serait quoi le conseil que tu lui donnerais? Prendre soin de soi, ok, mais la première chose à faire, très factuelle, parce que c'est compliqué quand on est en plein burn-out de se lever le matin. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose, le premier conseil, tu lui dirais quoi? Je dirais, ça va passer. Garde espoir. Là, tu connais une nuit noire de l'âme ou de l'ego. Je sais que c'est très dur, mais ça va passer. Tu vas repartir. Tout est temporaire dans la vie. Tu vas repartir d'une manière différente avec cette cassure, parce que c'est vraiment une cassure. Mais dans cette fêlure, il va y avoir aussi des filons d'or qui vont apparaître et on repart d'une manière différente, mais vraiment, vois la lumière qui va jaillir au terme de cette période. Et vraiment, et j'avais une tante qui m'avait dit ça, qui m'avait dit aujourd'hui, et je me rappelle très bien où j'étais quand elle m'avait prononcé cette phrase. Elle m'avait dit, je sais que ce que tu vis actuellement est très dur, mais tu seras très contente de l'avoir vécu cette période après l'avoir vécu. Et je dirais que elle le sait peut-être pas, mais cette phrase a été, je pense, la phrase qui m'a le plus aidée
Et je pense qu'elle se souvient peut-être, faudrait que je lui en reparle d'ailleurs, elle se souvient peut-être pas de m'avoir prononcé cette phrase, Patricia, mais cette phrase, c'est celle qui résonne le plus. Cette période, elle est dure, mais après, tu seras contente et tu auras une profonde gratitude pour cette période que tu as vécue dans ta vie. C'est vrai qu'on a un rapport à la temporalité un peu complexe. On aimerait que ça aille vite. Oui, Dans énormément de domaines de la vie, les gens veulent que ça aille vite. oui, On est nourri de choses qui vont vite, mais le temps est parfois nécessaire et même impératif pour réussir à faire ce chemin-là. effectivement. Aujourd'hui, on veut aller vite, on le voit sur les réseaux sociaux, on le voit dans l'entrepreneuriat. Mais en fait, pour construire les choses solidement et durablement, il faut du temps. Moi, c'est ce que je dis toujours aussi dans mes accompagnements. On croit que les reconversions professionnelles, elles se font un matin en se levant comme ça, eureka. Mais pour changer véritablement, et c'est aussi le cas dans le burn-out, ce sont des petits pas par petits pas. Et je pense qu'il est important aussi quand on est en burn-out, peut-être de lister toutes les semaines tous les petits pas, tous les petits cailloux, toutes les petites graines qu'on a semées, toutes les petites choses où on a réussi à aller prendre, ça peut être bête, mais un café en terrasse et profiter du rayon de soleil, réussir à lire quelques pages d'un livre, réussir à aller faire du sport ou simplement marcher, réussir à cuisiner en se faisant plaisir, en faisant un plat, en réalisant un plat qu'on aime bien. Je dirais que ça, ce sont ces petites choses-là qu'on arrive à mettre en place progressivement, qui nous font repartir sur le chemin de la vie. C'est très beau et tellement vrai. Est-ce que tu as autre chose à partager? Je pense que déjà, ça va surprendre, je pense, plus d'une personne aujourd'hui, parce qu'on me voit souvent avec un très grand sourire. On me dit que je suis très vivante et très souriante. Donc je pense que ça va étonner plus d'une personne de savoir que j'ai fait un burn-out, surtout en début de vie professionnelle, quand c'est votre première expérience professionnelle. Mais voilà, je dirais que on a tous, on connaît tous des périodes noires, que parfois les gens qui ont les plus grands sourires sont aussi ceux qui ont connu les périodes les plus noires de leur existence. Et pour les personnes en burn-out, dire, je sais, j'ai traversé, et vraiment, vous avez une lumière qui va, qui va rejaillir au milieu de cette période noire et garder espoir. Merci beaucoup, Anne-Laure. Merci Audrey pour cet échange. Merci. Je vais mettre bien évidemment tous les liens pour te retrouver, autant sur ton podcast que pour tes accompagnements. Et puis, bah, je te dis à bientôt. Merci à toi pour cet échange. À bientôt. Et voilà pour le témoignage d'Anne-Laure. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager autour de toi. Ça peut être une vraie bouée pour quelqu'un qui traverse une période similaire. Tu pourras retrouver Anne-Laure avec tous ses liens en description et tu peux également t'abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes de la parenthèse burn-out de l'été. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre.